Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'expatriation sans filtre. Je suis Karine, coach spécialisée en expatriation et aujourd'hui nous allons aborder un sujet crucial, comment choisir le visa qui correspond le mieux à votre profil et à votre projet d'expatriation. Parce que ce n'est pas tout de choisir une destination, mais il faut aussi choisir le visa qui va bien. Pourquoi le choix du visa est si important ? Le visa, c'est bien plus qu'un simple document administratif, il va déterminer plusieurs choses. Tout d'abord, votre droit de séjour, sa durée, son renouvellement ainsi que les conditions qui y sont attenantes, votre droit au travail éventuellement, avec possibilité de travailler, de créer une entreprise, de faire du bénévolat. Également, il va déterminer votre accès aux différents services auxquels vous aurez accès dans votre pays d'expatriation, tels que la santé, l'éducation et éventuellement la sécurité sociale si le pays d'expatriation dispose d'une sécurité sociale. Et enfin, il va également déterminer votre statut fiscal, si vous êtes résident ou non résident et si vous êtes imposé de façon locale. Si vous choisissez le mauvais visa, ça peut complètement compromettre votre projet, entraîner des complications légales, voire carrément vous obliger à rentrer prématurément. Je résume un petit peu, mais on vous mettrait potentiellement dehors. Il existe différentes grandes catégories de visas et on va voir un petit peu lesquelles. Voici les principales catégories que vous pouvez éventuellement envisager et que vous allez retrouver dans de nombreux pays, même s'ils ne s'appellent pas toujours de la même manière, qu'ils ne portent pas toujours le même nom. Vous avez tout d'abord et de manière très simple le visa de travail pour salariés. Donc pour ceux qui ont une offre d'emploi par exemple dans leur pays d'accueil, tel que comme exemple le visa H1B aux États-Unis qui est relativement connu même si on ne connaît pas forcément son nom de code, mais le visa de travail salarié aux États-Unis est un visa qui est connu par beaucoup de personnes. Vous avez également, et ça se développe vraiment de plus en plus, tout ce qui est visa de travail indépendant ou entrepreneur, pour les freelances notamment, les consultants ou encore les créateurs d'entreprises. Par exemple, là encore sur les États-Unis, on peut penser au visa E2 qui correspond en fait au visa investisseur. Vous avez également le visa de nomade digital ou digital nomade qui peut lui aussi porter plusieurs noms en fonction du pays. Ici à Maurice par exemple, ça s'appelle le visa premium qui est en fait ni plus ni moins qu'un visa qui vous autorise à résider sur le sol mauricien sans travailler avec des Mauriciens ou en tout cas qui ne vous donne pas le droit à recevoir des revenus de source mauricienne, mais qui vous permet donc de travailler à distance pour n'importe quelle autre compagnie du monde et de recevoir des ressources financières de la part de n'importe quelle autre origine que d'une source mauricienne. Vous avez également d'autres pays qui vont l'appeler visa digital nomade. Mais voilà, soyez bien attentifs au fait que tous ces visas-là n'auront pas forcément le même nom. Donc ce visa digital nomade va concerner principalement, donc comme je vous le disais, les travailleurs à distance qui souhaitent vivre dans un pays tout en ayant la possibilité de travailler pour des clients ou des employeurs qui, eux, sont situés à l'étranger. Il y a de nombreux pays qui proposent désormais ce type de visa, ça se démocratise de plus en plus. Pourquoi ? Parce que le monde évolue, les façons de travailler évoluent et il y a de plus en plus de travailleurs indépendants qui veulent pouvoir travailler depuis n'importe où. On a notamment des pays comme l'Espagne, le Portugal ou la Croatie qui sont particulièrement adaptés à ce genre de visa. Ça, c'est pour la partie européenne, mais on peut penser aussi à des pays tels que la Thaïlande, Maurice, je vous en parlais, également Bali en Indonésie, et puis de nombreux pays d'Asie du Sud-Est qui sont extrêmement bien équipés en termes de visa pour digital nomade. Nous avons également la catégorie très classique des visas étudiants qui vont vous permettre de manière générale de suivre une formation ou des études supérieures. Il va falloir par exemple répondre à certains critères pour pouvoir obtenir ce type de visa. Quand je vous dis de suivre une formation, ça ne veut pas dire nécessairement une formation qui n'est pas reconnue par exemple par l'État, qui pourrait ne pas vous octroyer dans ce cas-là un visa étudiant. Il va falloir que ce soit une formation ou des études qui soient éligibles au visa étudiant. Donc attention au type d'études ou de formation que vous envisageriez dans ce cas-là.
Vous avez également le visa de regroupement familial qui est particulièrement connu en France et de manière générale en Europe. Il permet, lui, de rejoindre un ou des membres de sa famille qui sont déjà installés dans le pays dans lequel on veut s'installer. Tous les pays ne proposent pas ce genre de visa. Pourquoi? Parce que beaucoup de pays essayent d'éviter justement qu'il y ait un regroupement familial trop important et que ce soit beaucoup trop courant parce que c'est facile parfois de s'expatrier seul et une fois qu'on est vraiment installé et qu'on a un visa de résident permanent ou un titre de séjour permanent, de demander à ce que toute sa famille vienne et ainsi de suite. Et on connaît le problème en Europe, on sait ce que ça donne, on a vu les dérives que ça pouvait apporter à moins que vous soyez dans un pays où le regroupement familial est autorisé, mais qui ne vous octroie pas pour autant nécessairement le droit de travailler pour votre conjoint ou vos enfants, ou vos ascendants éventuellement si vous faites venir vos parents, auquel cas le regroupement familial peut être intéressant si il ne vous permet pas de bénéficier d'aides particulières de votre pays d'expatriation et si vous êtes un atout en fait pour le pays plutôt que un fardeau entre guillemets dans le sens où si le pays vous faites venir au pays plusieurs personnes de votre famille et que vous comptez sur l'État ou les prestations sociales potentiellement disponibles dans ce pays-là pour pouvoir vivre vous ainsi que votre famille, eh bien, de toute évidence, c'est pas très intéressant pour le pays en question. En revanche, si vous venez, que vous apportez des compétences et que vous n'êtes pas un fardeau en fait pour la société, parce que beaucoup de pays raisonnent de cette manière-là. Hein. Chez nous, c'est un petit peu un gros mot de dire ces choses-là, mais ça revient à dire ça. Alors, dans ce cas-là, le regroupement familial est parfaitement OK. Il faut savoir que l'Europe est un petit peu un Eldorado en termes de regroupement familial. Ce n'est pas du tout le cas du reste du monde. Il y a beaucoup de pays qui verrouillent énormément leur immigration, leurs frontières, qui exercent la préférence nationale et c'est parfaitement OK. On a également le visa de retraite. Alors bon, comme son nom l'indique, il va s'adresser aux personnes qui sont retraitées et qui souhaitent donc passer leur retraite à l'étranger. On a énormément de pays à nouveau là en Asie du Sud-Est, mais également au Maghreb ou encore dans l'océan Indien. Mais également en Amérique du Sud qui proposent des visas pour retraités. La Thaïlande en est un exemple assez parlant puisque de nombreux retraités veulent s'expatrier en Thaïlande. En Europe, on a beaucoup les pays du sud de l'Europe qui attirent les retraités. Parfois, il y en a qui partent un petit peu aux États-Unis, notamment du côté de la Floride ou éventuellement de la Californie. Vous remarquerez que ce sont généralement des destinations plutôt ensoleillées que recherchent les retraités. Et enfin, un autre visa qui n'est pas toujours connu du grand public, et c'est bien dommage parce qu'il est très utile pour toutes les personnes de 18 à 35 ans. Alors effectivement, passé cette tranche d'âge, il ne vous concernera plus, mais il s'agit du visa vacances-travail, que l'on appelle aussi PVT, pour passeport vacances-travail. Vous pouvez également voir son acronyme assez régulièrement en anglais, le WHV, le Working Holiday Visa, qui veut dire exactement visa vacances-travail, qui permet donc aux jeunes de 18 à 35 ans, selon les pays, souhaitant voyager et travailler temporairement dans un pays partenaire de la France, un pays avec lequel la France a passé un partenariat de visa vacances-travail. Ce visa, en fait, il vous permet tout simplement de partir de 1 an à 2 ans selon les pays. Vous pouvez le renouveler parfois. Vivre et travailler comme si vous étiez un ressortissant du pays en question. Alors il y a de nombreux pays qui ont passé cet accord avec la France. Je peux vous en citer quelques-uns. On a le Canada, l'Australie, il n'y a pas les États-Unis malheureusement, le Japon, la Corée du Sud, il y a, il me semble, Hong Kong, Taïwan, Singapour à vérifier. Il y a l'Argentine, vous avez également, que je réfléchisse un tout petit peu, le Brésil, je crois que s'ils ne l'ont pas fait, ils sont sur le point de le faire.
Donc il y a énormément de pays, oui, la Nouvelle-Zélande également aussi. Donc il y a énormément de pays, comme vous pouvez le voir, majoritairement anglophones, mais c'est en train de s'ouvrir de plus en plus sur des pays très différents, où vous pouvez aller passer entre 1 et 2 ans, vivre dans le pays et travailler, ou juste rester en mode vacances, entre guillemets, si vous avez les finances suffisantes pour subvenir à vos besoins durant toute la durée de votre visa. Et complètement profiter de la vie entre guillemets dans ce pays-là. Ça vous permet vraiment de découvrir ce pays, et en fait vous pouvez faire ce visa vacances-travail dans plusieurs pays différents. C'est pas parce que vous l'avez déjà fait dans un pays que vous ne pouvez pas le faire dans un autre. Alors attention, certains pays sont plus restrictifs ou plus compétitifs que d'autres. Le Canada étant extrêmement demandé, c'est un petit peu comme la sortie du dernier livre de Harry Potter. Il faut vraiment faire la queue, être dans les starting blocks dès que les candidatures ouvrent, parce que tout part en moins de 5 minutes. Par contre, pour l'Australie, pour l'avoir fait moi-même, vous demandez votre visa, vous payez le visa qui, je ne me rappelle plus du prix exact, mais bon, on parle de quelques centaines d'euros ou de dollars australiens, c'est pas excessivement cher, et vous partez quand vous en avez envie, tant que vous n'avez pas dépassé l'âge limite. Donc vérifiez bien dans ces cas-là si vous êtes dans la tranche d'âge. Certains pays limitent à 31 ans, d'autres ont étendu à 35 ans, dont le Canada, tellement il y avait de demandes pour donner plus de chance à certaines personnes qui n'avaient pas pu obtenir ce visa avant leurs 31 ans, d'essayer de l'obtenir avant leurs 35 ans et de pouvoir bénéficier de cette superbe opportunité d'aller passer 1 ou 2 ans éventuellement au Canada. Alors, comment déterminer le visa qui va être adapté à votre profil? Pour choisir le visa qui vous convient à vous et pas aux voisins, il va falloir vous poser différentes questions. Notamment les questions suivantes qui sont vraiment les questions primordiales à évoquer avant de pouvoir décider de quel visa vous allez avoir besoin. Tout d'abord, quel est l'objectif de mon expatriation? Est-ce que vous voulez partir pour travailler, pour étudier, parce que vous êtes retraité, parce que vous voulez entreprendre ou toute autre solution possible également? Donc vraiment, c'est l'objectif qui va aussi définir le type de visa dont vous allez avoir besoin. En plus de la destination que vous aurez choisie, il va falloir regarder si le visa que vous allez devoir demander est disponible dans ce pays, quels sont ses critères d'attribution et est-ce que vous répondez à ces critères. Également, quelle est la durée prévue de mon séjour? Est-ce que vous partez pour un court terme, donc quelques mois de manière générale, un long terme, plusieurs années, ou pour une durée complètement indéfinie qui peut aller de quelques mois à plusieurs années, voire toute une vie? Et ça, de toute façon, vous pourrez toujours commencer par un visa court terme. Vous pouvez parfois, dans certains pays, partir carrément avec un visa touristique que vous transformerez en cours de route en un visa un peu plus pérenne, par exemple visa digital nomade, qui généralement est entre 1 et 3 ans ou 1 et 5 ans en fonction du pays. Puis ensuite, éventuellement, un visa de résident ou un visa de travail, un visa investisseur, qui sont des visas sur du plus long terme, qui peuvent aller jusqu'à 10-20 ans, que vous pourrez éventuellement renouveler en fonction de vos envies et de votre situation dans le futur. Également comme question à vous poser, ai-je une offre d'emploi ou des clients dans le pays d'accueil? Une offre d'emploi, pourquoi? Parce que si vous avez une offre d'emploi en termes de salariat dans le pays d'accueil, il vous faudra un visa adapté. Bien souvent, le pays d'accueil, l'entreprise dans laquelle vous allez travailler dans ce pays, va vous sponsoriser. Donc c'est elle qui va prendre en charge en fait la demande du visa de travail qu'il vous faudra pour pouvoir travailler sur le sol de votre pays d'expatriation. Si en revanche vous êtes à votre compte, par exemple consultant ou éventuellement digital nomade, et que vous voulez travailler avec des locaux et non pas avec des entreprises étrangères, alors à ce moment-là, il faudra faire la demande du bon visa. Ce ne sera pas un visa digital nomade qui bien souvent ne vous donne pas le droit de travailler avec des locaux ou en tout cas avec des revenus provenant du pays dans lequel vous allez vous expatrier. Il vous faudra peut-être plus un permis investisseur ou de type entrepreneuriat et monter une société sur place. Et là, donc, on est dans un type de visa qui n'est pas le même qu'un visa digital nomade. Et encore une fois, chaque pays a ses propres visas en la matière.
Également, une autre question que vous pouvez vous poser, c'est suis-je éligible à un visa spécifique en raison de ma nationalité, de mon âge ou de mes qualifications? Alors, je vous le dis tout de suite, la réponse va être oui, bien sûr, parce que on n'a pas tous, grâce à notre passeport, les mêmes possibilités. On n'a pas les mêmes accès aux mêmes pays en fonction de notre pays d'origine. De la même façon, on ne va pas être reçu de la même manière en fonction de notre âge et on n'aura pas les mêmes opportunités ni les mêmes facilités pour accéder à certains types de visas en fonction du pays choisi. Le PVT en est l'exemple parfait. Entre 18 et 35 ans, vous pouvez tout à fait faire un PVT. Au-delà de 35 ans, c'est complètement foutu. Vous pouvez complètement oublier cette idée-là. Donc, il faudra automatiquement basculer sur d'autres types de visas. De la même manière, si vous êtes retraité, vous n'allez pas essayer d'avoir un visa digital nomade. Ça n'a absolument aucun sens. Donc, bien sûr que votre situation personnelle va complètement définir le type de visa auquel vous allez pouvoir prétendre. Et vos qualifications, bien évidemment, ça va dépendre complètement du pays que vous allez choisir. Il y a des pays qui vont mettre l'accent sur les qualifications. Je vous le donne en mille, les États-Unis, par exemple. Si vous voulez pouvoir obtenir un visa de travail aux États-Unis et que vous avez des qualifications très précises, très poussées, très particulières, alors clairement, c'est là-dessus qu'il faudra insister pour cette destination-là. Parce que si vous arrivez avec des compétences complètement lambda que n'importe quel Américain possède, vous n'aurez absolument aucune chance d'obtenir un visa de travail lambda non plus pour les États-Unis. Une autre question à vous poser, ai-je des ressources financières suffisantes pour subvenir à mes besoins sans avoir à travailler? On en revient à la question de si on part et qu'on n'a pas de travail ou qu'on n'est pas digital nomade ou qu'on a besoin d'un certain laps de temps pour trouver du travail sur place, eh bien oui, évidemment qu'il est préférable d'avoir un coussin financier suffisant pour vous laisser le temps de trouver éventuellement du travail sur place ou une solution. Ça ne veut pas dire que si vous partez et que vous avez un coussin mais que vous ne trouvez pas de travail, c'est la fin du monde. Vous avez toujours la possibilité de rentrer, vous aurez au moins eu une première expérience du terrain, vous aurez vu comment se passent les choses, vous aurez éventuellement cherché du travail en vain, certes, mais ça vous permettra de revenir dans de meilleures conditions en préparant un peu mieux votre projet éventuellement. Si vous n'avez pas les ressources financières suffisantes, parfois certains visas ne vous seront pas accessibles. Le simple visa premium de Maurice, donc le fameux digital nomade finalement, requiert des revenus minimum de 1700 € par mois par personne environ pour pouvoir y prétendre. Donc c'est un exemple de ressources, c'est loin d'être les ressources les plus élevées qu'on peut demander pour un visa, c'est loin d'être le pays le plus exigeant à ce niveau-là, mais encore une fois, chaque pays va avoir ses propres exigences, donc à vérifier aussi si vous avez les ressources financières qui pourraient être exigées pour un visa ou pour votre venue, votre installation dans le pays que vous choisirez. Enfin, une autre question que vous pourriez vous poser, c'est ai-je des attaches familiales dans le pays d'accueil? Alors ça va vraiment être très peu important pour beaucoup de pays dans le monde, mais ça va beaucoup compter pour des pays, encore une fois, tels que les États-Unis, éventuellement le Canada, parce qu'il y a des gros dossiers d'immigration à faire dans ces pays-là pour pouvoir s'y installer, et tout ce qui pourra jouer en votre faveur pour montrer ou démontrer que vous avez des attaches dans le pays, que ce soit personnel, professionnel, ou je ne sais quoi, ça pourra jouer en votre faveur pour obtenir le laissez-passer pour pouvoir vivre sur le sol du pays en question. De manière générale, les pays anglo-saxons sont les plus difficiles à intégrer sur du long terme. Ce sont ceux qui verrouillent le plus leurs frontières et l'accès à leur territoire sur du long terme, ainsi qu'au marché de l'emploi chez eux. Donc tout ce qui pourra vous rattacher d'une façon ou d'une autre à ces pays-là sera bienvenu dans votre dossier d'immigration. Donc vraiment, en fonction des réponses que vous aurez données à ces questions-là, vous pourrez mieux orienter votre choix vers le visa qui sera le plus approprié à votre situation, à votre profil et à vos ambitions, vos envies et vos besoins. Maintenant, quels sont les critères à vérifier pour chaque visa? Avant de faire votre demande de visa, commencez par vous assurer que vous comprenez bien les critères suivants. Tout d'abord, les conditions d'éligibilité. On en a un petit peu parlé. Il va y avoir l'âge par exemple, les qualifications, l'expérience professionnelle que vous aurez accumulée à l'instant ou à l'instant T de la demande de votre visa,
des revenus minimums et bien d'autres conditions possibles en fonction du pays et du visa. Également, les documents requis. On va souvent vous demander, on va même systématiquement vous demander à partir du moment où vous quittez l'Europe, ou l'Union européenne du moins, votre passeport, éventuellement des photos, des justificatifs d'emploi ou de revenus éventuellement, des attestations d'assurance. Pour le visa premium à Maurice, on nous demandait un justificatif par exemple d'une assurance santé internationale pour être sûr qu'on était couvert au niveau de la santé. Vous allez également devoir prendre en compte les délais de traitement de certaines démarches. Certains visas peuvent prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour être délivrés en fonction du visa, du pays, de leur complexité et des démarches à effectuer. Également, la durée de validité et de renouvellement de chaque visa. Combien de temps votre visa sera-t-il valable? Est-ce qu'il peut être renouvelé? Si oui, est-ce qu'il peut être renouvelé sur place ou est-ce que vous avez besoin de ressortir du pays pour refaire une demande? Parfois, certains visas ou certains pays sont un petit peu exigeants sur la façon dont il faut renouveler le visa en question. Également, vous allez faire face à des droits et des restrictions par rapport à vos demandes de visa. Est-il possible de travailler, par exemple, avec le visa que vous obtiendrez, de changer d'employeur, ou est-ce que le visa que vous aurez obtenu, surtout si c'est un visa, par exemple, de travail en salariat, est rattaché au poste et à l'entreprise qui vous a sponsorisé pour ce visa? Est-ce qu'il vous permet de créer une entreprise? Enfin bref, quelles sont les opportunités, les possibilités, donc les droits et les restrictions que vous aurez avec le visa que vous aurez obtenu? Et enfin, il faut prendre en compte aussi la question des coûts. Il peut y avoir des frais de dossier inhérents à la demande de visa, des frais consulaires éventuellement, des éventuels frais d'avocat, notamment quand on passe par des cabinets d'avocats pour des pays qui nécessitent des démarches d'immigration un petit peu lourdes, on l'a vu, États-Unis, Canada, Australie, ce genre de pays. Ou éventuellement des frais aussi de traduction de documents. Parfois, il faut de la traduction assermentée, donc avec un traducteur qui a vraiment cette assermentation, pas un traducteur lambda qui va coûter donc un petit peu plus cher. On parle de quelques centaines d'euros en général, mais ça fait partie des frais qu'il faudra potentiellement prendre en compte en fonction du visa et du pays que vous visez. Les erreurs que vous devrez éviter dans tout ce qui concerne la demande de visa et le visa que vous demanderez, que vous choisirez de demander, voici quelques erreurs les plus courantes lorsque vous allez choisir donc votre visa et que vous pourriez éviter potentiellement. Sous-estimer par exemple les délais, on vient d'en parler, commencez vos démarches quand même suffisamment à l'avance, mieux vaut s'y prendre trop tôt que trop tard pour bien éviter les mauvaises surprises. Ceci dit, attention, parfois quand vous faites une demande de visa et une fois que vous avez votre visa, vous êtes obligé d'entrer dans le pays pour la première fois dans un certain laps de temps. Si vous faites un PVT pour partir en Australie par exemple, alors ça doit être valable dans la plupart des pays où il y a le PVT, vous devez rentrer sur le territoire australien dans l'année qui suit. Pour le Canada, c'était la même chose. Donc si vous vous demandez trop tôt et que vous ne comptez pas partir dans la foulée, ça peut faire expirer le visa en fait de manière un petit peu bête et dommage. Mais vous pouvez au moins vous renseigner à l'avance, suffisamment à l'avance, pour savoir à quel moment il est préférable de commencer les démarches pour votre demande de visa, pour que vous soyez dans les clous en termes de délai d'obtention du visa, pour leur laisser le temps de vous le délivrer si ça prend un petit peu de temps, et pour être sûr qu'une fois que vous aurez votre visa, eh bien vous partirez relativement dans la foulée, ou en tout cas dans le temps imparti pour mettre les pieds sur le territoire de votre pays d'expatriation pour la première fois. Une autre erreur à éviter, c'est négliger les conditions de renouvellement. Certains visas ne sont absolument pas renouvelables ou nécessitent parfois de quitter le pays pour être renouvelés, je vous le disais également juste avant. Et puis, ne pas oublier que certains visas ont des durées assez longues. Comme je vous l'ai dit, il y en a qui peuvent aller jusqu'à 10, 20 ans. Et on pourrait, au bout de quelques années, complètement oublier que, notamment, on est sous visa, donc on n'est pas du tout citoyen du pays dans lequel on réside.
et complètement oublier qu'il faudrait peut-être penser à renouveler ce visa le moment venu. Donc ça, c'est un petit peu le piège des visas long terme ou très long terme. Quand on a un visa relativement court de 1 ou 3 ans, de manière générale, on est encore un petit peu éveillé, on est un peu sur le qui-vive. Donc on a toujours ça en tête, mais au bout de quelques années, on peut potentiellement oublier que ben oui, on a un visa à renouveler. Donc attention à ne pas se laisser prendre par ce type un petit peu de situation qui serait un petit peu bête finalement et qui pourrait vous faire retrouver sur le sol du pays en illégalité parce que vous avez complètement oublié de renouveler votre visa parce que dans votre tête, vous êtes venu citoyen du pays et vous n'êtes pas sous visa à proprement parler. Également, à éviter d'ignorer tout ce qui va être implication fiscale. Renseignez-vous bien sur votre statut fiscal dans le pays d'accueil pour éviter la double imposition. Ça, c'est quelque chose que j'ai évoqué dans un épisode précédent et qui reviendra très certainement par la suite. Certains pays ont signé avec la France des accords de non-double imposition, ce qui veut dire que vous ne serez imposé que dans un des deux pays. Si vos revenus viennent toujours de France, eh bien vous ne serez imposé qu'en France. À l'inverse, si vos revenus ne viennent que du pays dans lequel vous êtes expatrié, vous ne serez plus imposé en France, mais uniquement dans ce pays-là. Mais tous les pays n'ont pas signé d'accord de non-double imposition avec la France. Donc parfois, vous serez, en fonction de votre pays choisi, imposé 2 fois, dans votre pays d'expatriation et en France. Donc vérifiez bien la situation du pays que vous aurez choisi par rapport à ces accords signés avec la France. Évitez également de choisir un visa qui sera inadapté à votre projet. Si par exemple, vous prenez un visa touristique, ne vous attendez pas à pouvoir travailler avec les visas touristiques, et ça c'est une réalité universelle, ne vous autorise jamais à travailler dans le pays dans lequel vous avez le visa touristique. Donc surtout, ne vous amusez pas à ça. Si vous vous amusez à faire, sachez que ce sera illégal. Il y a beaucoup de gens qui le font. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde est un bisounours et que tout le monde suit les règles. Bien évidemment que non. Mais sachez que vous vous exposez potentiellement, si vous êtes pris, à des interdictions de territoire pendant un certain temps. Il y a des pays qui sont extrêmement stricts avec ce genre de choses. Je pense notamment à l'Australie qui, si elle vous prend à venir avec un visa touristique et qu'elle a des gros doutes sur votre situation parce que vous auriez des éventuels antécédents, elle va vous renvoyer par le premier vol, elle va annuler votre visa touristique et elle va éventuellement, dans le pire des cas, vous interdire de territoire pendant un certain temps et c'est généralement plusieurs années. Donc ça peut vous coûter cher de ce point de vue-là, ce qui ne vous empêchera pas d'envisager une expatriation dans un autre pays, il n'y a pas de fatalité. Et enfin, une dernière erreur que vous pourriez éviter, c'est ne pas consulter les sources officielles. Les informations sur les visas évoluent régulièrement, pour ne pas dire quasiment tout le temps. Donc consultez bien toujours les sites officiels des ambassades ou des consulats ou des gouvernements directement. N'allez pas forcément chercher que des informations sur Facebook ou sur des plateformes sur lesquelles tout le monde peut donner son avis, parce que là vous n'êtes pas en recherche d'avis ou d'expérience, vous êtes en recherche de vraies informations qui vont déterminer en fait votre projet de vie. C'est pas uniquement savoir, bah oui, est-ce qu'on peut trouver du fromage et du pain, un peu comme en France, au fin fond du Cambodge. Ça, c'est un petit peu anecdotique. Par contre, ce qui sera moins anecdotique, c'est si vous n'êtes plus avec le bon visa au Cambodge. Là, ça risque de poser un peu plus problème. Donc vraiment, sur ça, allez vraiment chercher des sources officielles et sérieuses. Renseignez-vous bien comme il faut, de la bonne manière, pour être sûr de ne pas passer à côté des bonnes informations concernant le visa que vous souhaitez obtenir et que vous allez demander.
En termes de ressources utiles, ce que je peux vous donner pour vous aider dans vos démarches ici, ce sont quelques sources fiables telles que France Diplomatie, où vous trouverez notamment le guide de l'expatriation. Vous avez également le site que vous connaissez peut-être, service-public.fr, avec la partie « Je pars vivre à l'étranger ». Je l'ai moi-même utilisé de nombreuses fois en fonction des informations diverses et variées que je cherchais. Vous avez également le site qui s'appelle DEEL, D-E-E-L, sur lequel vous trouverez une section visa pour les digital nomades. Donc ça s'adresse surtout aux digital nomades en l'occurrence. De la même façon, vous avez le youtubeur et entrepreneur Ambroise Debré, qui parle de nombreux pays pour les digital nomades. Donc, il parle beaucoup des visas en fait qui s'adressent à nouveau à cette catégorie d'expatriés donc qui travaillent à distance et qui partent en général avec leur travail. Donc en conclusion de cet épisode assez dense sur les visas, choisir le bon visa, c'est vraiment l'étape cruciale en fait de votre projet d'expatriation. C'est ça qui va venir définir la viabilité de ce que vous allez ensuite pouvoir mettre en place une fois le pays choisi et une fois arrivé sur le sol de votre pays d'accueil. Donc prenez vraiment bien le temps de vous informer à l'avance, mieux vaut tôt, je le répète, que trop tard, de comparer les options qui s'offrent à vous en fonction de votre profil et de bien préparer soigneusement votre dossier, si tant est qu'il y ait un dossier à monter. Je le répète, certains visas sont quand même assez légers. Le visa digital nomade, le visa premium donc de Maurice, est très léger, tout s'est fait en ligne, il demande certains documents et c'est tout en fait. Et vous avez une réponse sous un mois qui, si vous avez 1700 € de revenus mensuels, en général c'est accepté, c'est relativement facile d'obtenir ce visa-là à Maurice et dans certains autres pays. D'autres pays tels que la Chine, pour m'être expatrié en tant que salarié, sont plus compliqués. Bon, parce que c'est la Chine, on connaît tous un petit peu le modèle chinois. Donc là, il faudra passer par une ambassade, il faudra montrer que vous avez un emploi certainement qui vous attend ou éventuellement de la famille. Enfin, là, ce sera des démarches beaucoup plus sérieuses, plus chronophages et avec des délais beaucoup plus longs. Donc vraiment anticiper un maximum à l'avance en termes de renseignements pour ensuite faire les démarches dans les temps pour pouvoir partir au moment où vous le souhaitez de manière sereine. Si vous avez besoin de vous faire accompagner, d'avoir un accompagnement vraiment personnalisé, surtout pour définir la stratégie la plus adaptée à votre profil, notamment en termes de visa, n'hésitez surtout pas à réserver un appel découverte gratuit avec moi. Je vous le répète, c'est sans engagement. Au pire, vous prenez les infos et vous aurez passé un moment à papoter avec moi. Le lien est comme toujours en description du podcast. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode de l'expatriation sans filtre.